Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa. L'émission L'invité de l'économie reçoit pour vous aujourd'hui un homme. Il est le directeur général de la SICOGI. Nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, M. Loukman Camara. Nous allons vous laisser l'occasion de se présenter lui-même. Bonjour M. Loukman Camara. Bonjour madame. Voilà, vous allez nous dire s'il vous plaît quel est votre parcours éducatif et professionnel afin que les téléspectateurs puissent vous connaître davantage. Merci beaucoup madame. Je suis Loukman Camara, directeur général de la SICOGI. Je suis diplômé de l'école supérieure de commerce d'Abidjan, ESCA, et par ailleurs diplômé d'études comptables et financières de l'État français. J'ai fait un cycle en spécialisation en finance internationale au centre HEC ISA à Paris et à JUS en USA. Et dans mon parcours professionnel, j'ai commencé en tant que consultant dans des cabinets comme Pastor Waterhouse, Ernst & Young, avant de prendre des positions opérationnelles dans des entreprises du secteur privé en Côte d'Ivoire. Et depuis bientôt 4 ans, je suis le directeur général de la SICOGI. D'accord, vous êtes le directeur général de la SICOGI. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire comment se porte la SICOGI? Plutôt bien. La SICOGI se porte assez bien, à mon sens. Nous avons pris une entreprise en 2011 qui était presque en cessation de paiement. Aujourd'hui, avec un compte de résultats positif à plus d'1,5 milliard, alors que nous étions déficitaires à plus de 3 milliards il y a 2 ans, je pense que la société se redresse. Nous sommes en train de résorber les déficits antérieurs et de préparer l'entreprise à rentrer en bourse d'ici peu. On voit que la société se porte bien. Quel est votre secret, si on peut dire ça comme ça? Non, il n'y a pas de secret, c'est le travail. C'est le travail, encore une fois, le travail. Nous avons essayé d'engager toute l'équipe de la SICOGI à prendre des responsabilités à tous les niveaux. Vous savez, on ne peut pas manager une entreprise de cette envergure tout seul. C'est un travail d'équipe. Nous avons sensibilisé tout le personnel pour que nous comprenions ensemble que notre survie personnelle dépend de la survie de cette entreprise. Donc nous n'avons pas le choix. Si nous voulions exister, nous devrions faire exister la compagnie. C'est ce qui a été fait. Les collaborateurs l'ont compris. Nous nous sommes mis au travail ensemble et Dieu merci, les fruits sont au bout de l'effort. D'accord. Ok. Monsieur le directeur, malgré les efforts que l'État fait concernant les entreprises immobilières, les besoins sont encore grands. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait qui n'a pas encore été fait? L'État fait ce qu'il faut faire. Il reste aux consommateurs que nous sommes de faire ce que nous devons faire. Vous savez, l'immobilier est un bien de consommation qui n'est pas comme tous les autres. L'immobilier est un investissement pour les particuliers et un investissement se prépare. Donc chacun de nous doit se préparer pour acquérir un logement, si tant est qu'on veut en être propriétaire. Mais ce qui est le souci de l'État, c'est de faciliter l'accès au logement. L'accès au logement veut dire qu'il y a une disponibilité pour que tous ceux qui veulent un logement, soit en location simple, soit en location vente, soit à titre de propriétaire, puissent en avoir l'accès. Mais un bien immobilier coûte cher. Il coûte cher et donc il faut de l'épargne. Pour épargner, il faut du revenu. Et vous savez que depuis 10, 15, 20 ans, nous n'avons pas assez travaillé. Beaucoup de nos compatriotes sont restés en chômage. Sans revenu, on ne peut pas acquérir des logements. C'est ça qui a fait que les besoins se sont accrus. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un besoin, à une demande qui malheureusement n'est pas solvable. Donc les politiques ne peuvent pas à eux seuls corriger cet écart. Il faut un peu de temps. C'est maintenant que l'économie se relance. Les gens trouvent du boulot. Ils sont en train de revaloriser les salaires, à la fois dans le secteur privé comme dans le secteur public. Donc ça donne une opportunité d'augmenter le pouvoir d'achat. Et si les consommateurs que nous sommes, nous changeons notre comportement de consommation, au lieu d'utiliser tous nos revenus à consommer des biens qui ne sont pas des biens immobiliers, il faut faire la part des choses.
entre ce que nous avons utilement utilisé pour nous amuser et ce que nous avons utilisé pour préparer notre avenir. Donc c'est à nous de changer aussi nos comportements par rapport à l'investissement. D'accord. Ok, nous allons poursuivre. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur le directeur, que presque toutes les banques ont chacune un programme d'épargne logement. Et que vous répondent les banques qui montrent leur réticence à appuyer les sociétés immobilières? Non, les banques ne sont pas réticentes à appuyer les sociétés immobilières. Les banques ont des contraintes de financement des acquéreurs. Vous savez comment je discute avec les banquiers ont confiance en la psychologie. On aurait voulu, les banquiers nous auront donné autant de financements que nous voulons pour construire parce qu'ils savent qu'on peut construire. Mais nous ne construisons pas pour garder en stock. Nous construisons pour vendre. Et les banquiers n'ont pas la même confiance aux acquéreurs qu'ils ont à la psychologie. Donc le problème, ce ne se trouve pas au niveau des promoteurs, le problème se trouve au niveau des acquéreurs. Et les banques ont des difficultés, compte tenu de la faiblesse des revenus, pour monter les dossiers de financement avec les taux de crédit aujourd'hui. Vous savez que les annuités, les mensualités sont très élevées par rapport au niveau des salaires. Vous savez, il y a une loi qui fait qu'on ne peut pas saisir plus d'un tiers du salaire d'un acquéreur de logement. Quelqu'un qui n'a que 300 000 francs net, on ne peut pas lui prendre plus de 100 000 francs. Or aujourd'hui, un loyer, un logement décent, les mensualités, il faut compter entre 150 et 200 000. Voici où se trouve le problème. D'accord. Ok. Devant le chèque des entreprises immobilières privées qui aboutit à ce grand déficit en matière de logement, faut-il céder la politique de l'habitat à l'État, comme ce fut dans les années au début de l'indépendance avec la psychologie ou bien la SOGEFIA? Que pensez-vous? Non, je ne pense pas que les entreprises immobilières aient échoué. Je suis en train de dire que la psychologie réussit. Nous sommes une entreprise immobilière. Donc nous n'avons pas échoué. Donc dire qu'il faut retourner à l'État, alors je n'ai pas envie de dire que c'est parce que l'État a échoué que cette mission a été dévolue aux promoteurs immobiliers privés. Sinon dans les années 90, il n'y avait pas de promoteurs privés, n'est-ce pas? C'est l'État qui conduisait tout. Oui. Alors on peut se poser la question pourquoi l'État a cédé au privé. Bon. Sans dire que l'État a échoué, il y a eu changement de politique. Politique devant des contraintes qui se sont imposées à l'État. En Côte d'Ivoire et dans les autres pays de la sous-région, c'était les mêmes contraintes. Nous étions surendettés, l'État devait se retirer d'un certain nombre de secteurs productifs. Mais nous, en Côte d'Ivoire ici, on n'avait pas de problème avec la psychologie. Il y a une société qui avait des problèmes, qui est la SOGEFIA, qui a été, elle, liquidée, mais la psychologie n'avait aucun problème. C'est pour ça que nous avons continué à exister. L'État a voulu que les Ivoiriens soient propriétaires de leur logement. Sinon, la psychologie avait un parc de plus de 20 000 logements en location et dont les loyers permettaient d'investir dans la production de nouveaux logements. Mais quand l'État a pris la décision de céder ce parc, ce patrimoine à ceux qui habitaient, avec un paiement différé, la société s'est trouvée privée des ressources qu'elle avait pour investir dans le programme neuf. Voilà où est venu le problème de la psychologie. Sinon, nous étions une entreprise bénéficiaire, liquide, donc qui avait la capacité d'investir dans la production de nouveaux programmes. Mais l'État a décidé à un moment donné que les Ivoiriens soient propriétaires. Donc on est passé de locataire à propriétaire, ce qui a privé la psychologie de revenus substantiels et ainsi de sa capacité à investir. Ok, c'est bien compris, monsieur le directeur. On va poursuivre. On parle beaucoup de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Quelle est la part de la psychologie dans cet objectif de 60 000 logements? Oui, l'État, en tant qu'actionnaire principal de la psychologie, nous a demandé de porter au moins 25% de cet objectif. Donc, sur les 3 ans, nous devrons mettre en chantier environ 15 000 logements. Nous nous sommes essayés. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, nos chantiers en cours, nous totalisons environ 12 000 logements. Donc, nous avons fait près de 80% de l'objectif qui nous était assigné. D'accord. Et selon vous, quel doit être l'effort de l'État et celui des sociétés immobilières pour faire baisser un peu le coût des opérations immobilières?
L'effort de l'État, à mon avis, doit se porter sur deux éléments essentiels, deux intrants essentiels dans le coût d'un logement. Le foncier et le crédit. Le foncier, vous savez, en Côte d'Ivoire, nous pose beaucoup de problèmes pour nous, les promoteurs immobiliers, en termes de sécurité juridique. Les procédures pour avoir les titres de propriété sont longues, ce qui accroît l'insécurité, les risques. Donc c'est important et c'est sur ce plan que l'État doit faire beaucoup d'efforts. Vous savez, beaucoup font de la spéculation foncière, ils acquièrent des terrains, ils attendent que l'État aménage les apports des terrains. Un terrain qu'ils ont acheté à 50 francs, ils vont le revendre à 500 francs. C'est injuste. C'est l'État qui crée la valeur, la plus-value devrait être empochée par l'État. C'est nos impôts qu'on utilise pour aménager, faire les voies d'accès, amener l'électricité, amener l'eau. Il n'est pas normal que quelqu'un ait acheté un terrain brut, attend qu'on ouvre une voie d'accès et empoche une plus-value. Donc, à mon sens, l'État devrait, comme dans certains pays, imposer cette plus-value à 100%. Ça va faire baisser la spéculation. Une fois que le coût de l'intrant principal, qui est le foncier, baisse, on pourra baisser le coût du logement. Ça, c'est le premier axe, levier sur lequel l'État peut agir. Le deuxième levier, où l'État n'a pas beaucoup de moyens, mais qui est essentiel, l'autre intrant, c'est le crédit. Le coût du crédit. Nous sommes aujourd'hui au minimum à 10%, 9%. L'État recherche des taux de 5%. Et l'État peut le réussir en bonifiant, d'une part, pour les logements sociaux, mais en demandant aussi aux banques de diminuer leurs marges. Parce que l'inflation tourne en moyenne à 3% dans notre zone. Donc, prendre une prime de risque de 2%, je pense que les banques devaient pouvoir sortir à 5%, sans même bonification. Mais les banques vous diront que non. Il y a des risques d'impayés qu'il faut provisionner, mais les risques d'impayés, c'est nous, en tant que consommateurs, qui les payons, parce que les économies s'appellent la taxe d'inflation. Donc nous payons, ceux qui sont des bons payeurs paient des taux élevés, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont des mauvais payeurs. Et comme les banques ne doivent pas sortir déficitaires, il faut bien que quelqu'un paye. Donc c'est comme si vous vendez une marchandise, des tomates, si vous êtes sûr que quelques tomates vont pourrir, le peu qui reste, vous augmentez le prix pour pouvoir amortir ce qui est pourri. C'est ça qui est le problème des taux d'intérêt. D'accord. Ok. Pouvez-vous nous présenter un peu le programme en cours, votre programme? Nos programmes, je pense que la meilleure présentation, c'est d'aller les visiter. Vous l'avez fait. Donc, on a le programme Concorde, qui est notre programme mythique, qui a commencé en 2012. Je dis un programme mythique parce que c'est une ville nouvelle que nous avons créée dans cet espace qui a été la zone de guerre en 2011. Donc nous sommes passés d'une zone de guerre à une zone de vie. C'est important à visiter, à mon sens. Et puis il y a d'autres programmes, Azito, à Yopougon en bordure de Lagune. Et il y a des programmes de haut standing que nous sommes en train de faire sur la route de Bingerville. Et dans les perspectives, j'imagine que vous allez y venir, nous avons en projet la création d'une ville nouvelle de plus de 3500 logements à Bassam. C'était une ville de près de 300 000 habitants que nous allons créer avec un nouveau style de vie, des commodités nouvelles. Et on veut que les Ivoiriens changent de mentalité dans la copropriété. Et nous sommes en train de nous préparer pour régler toutes ces questions qui font que dans nos cités, quand nous sommes partis, et les propriétaires n'arrivent pas à faire la maintenance pour nous réserver la même qualité de vie. Donc nous sommes en train de nous organiser avec le syndic que nous mettons en place pour prendre en charge la maintenance des cités que nous allons mettre en œuvre. Et ce projet, nous sommes en train de le réaliser avec des partenaires sud-africains. D'accord. Voilà, monsieur le directeur, quelles sont vos sources de financement? Puisque les banques refusent ou ne vous accompagnent pas assez, est-ce que vous pensez que rechercher un financement extérieur n'est pas assez contraignant pour une structure publique? Les banques nous financent. C'est parce que j'ai dit, les banques nous financent. Les banques ont des problèmes avec les acquéreurs. Le métier du banquier, c'est de financer. Et le secteur immobilier... Vous n'avez pas de problème avec les banques, ça va, ils vous financent assez?
Non, les banques financent dans la limite de leurs possibilités et dans la limite de nos capacités aussi à rembourser. Donc, si nous, Sikoji, nous demandons 100 milliards, il faut bien qu'on soit capable de rembourser les 100 milliards. Nous, les 100 milliards, on les rembourse si les clients paient correctement. N'est-ce pas? Or, je venais de vous dire que vu le niveau des revenus des populations, l'accès en propriété est un peu difficile. C'est ça qui crée les déséquilibres. Sinon, les banques sont prêtes à financer, si tant est que les promoteurs sont sérieux, comme la Sikoji, les banques sont prêtes à les financer. Mais nous, en tant que promoteurs, on ne veut pas construire des logements pour les porter en stock dans nos bilans. On veut construire des logements que vous allez acheter, que notre ami va acheter, que le citoyen lambda va acheter. Mais les revenus étaient bloqués. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les revenus des fonctionnaires étaient bloqués depuis 1982. Ce n'est qu'en 2015 que ça a été débloqué. Le SMIC, il est resté pendant plus de 15 ans à seulement 36 000. Ce n'est qu'en 2015 qu'il a été porté à 60 000. Donc, c'est maintenant qu'on a augmenté le pouvoir d'achat des citoyens. C'est maintenant qu'ils vont se structurer pour pouvoir investir dans le logement. Vous recherchez des financements extérieurs, c'est pas un peu compliqué pour vous? Ben non, nous ne recherchons pas des financements extérieurs en tant que tels. Nous recherchons des partenaires extérieurs qui viennent avec le financement. Ils peuvent rester à l'extérieur pour rechercher le financement localement. Parce que quand on dit financement extérieur, ce n'est pas que les gens viennent avec de l'argent. C'est le même argent qu'ils nous vendent sur place, qu'ils recyclent avec des garanties que ceux d'ici n'arrivent pas à donner. D'accord. Ok. On a commencé à parler des perspectives, d'autres perspectives. Oui, nous avons un certain nombre de métiers sur lesquels nous voulons nous développer, notamment l'aménagement foncier. Parce que vous savez, beaucoup demandent de logement. Il y en a beaucoup aussi qui demandent des terrains aménagés. Donc nous voulons développer ce métier. Et l'intermédiation aussi. Et surtout, la gestion de nos cités, le syndic de copropriété. Parce que c'est important. Nous n'avons pas dans nos pays la culture de la maintenance. Et il faut bien que cela soit pris en charge. C'est un nouveau métier qui se présente. C'est une opportunité d'affaires qui se présente à nous. Nous sommes prêts à y investir. D'accord. Monsieur le directeur, vous avez reçu le 28 juin 2015 à Paris un prix. C'est le prix du meilleur manager africain. Voilà. Que vous inspire ce prix-là? Et quel est votre secret? On va dire ça comme ça. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai été honoré par ceux qui m'ont décerné ce prix, notamment le CIMA. Donc, je profite pour remercier le président Abdalassi du CIMA, le président Babacar Ndiaye et tous ceux qui, par observation, ont pu décider que je fais du bon travail. Je les en remercie pour cette marque de confiance. Mais c'est aussi un engagement. Quand vous êtes valorisé à un niveau, c'est un défi. Vous ne devrez plus descendre en dessous de ce niveau. Donc c'est un défi, c'est un challenge. Et nous allons faire l'effort de mériter la confiance que l'extérieur a placée en nous. Voici, il n'y a pas de secret, c'est le travail, c'est la confiance. D'accord, monsieur le directeur. On sait aussi qu'à vos heures perdues, vous êtes écrivain. Parlez-nous de vos œuvres. Oui, des heures perdues. Non, pour moi, c'est des heures actives. J'investis dans ce... je prends une part importante de mon temps pour lire. J'aime lire. J'y dois beaucoup à la communauté des écrivains. Depuis jeune collégien, lycéen, étudiant, ma passion, c'est les livres. Et ça a été un plaisir pour moi de pouvoir contribuer à alimenter cette richesse commune, les livres. Donc c'est un plaisir pour moi et un honneur de pouvoir écrire et que cela intéresse les lecteurs. Donc on dit qu'il faut laisser aux générations futures plus que ce que nous avons reçu. Mais moi, c'est ma contribution. J'essaie de planter un arbre. Toute personne qui va venir s'asseoir sous l'ombre de cet arbre va bénir la personne. Et moi, en tout cas, je dois beaucoup aux écrivains. Toute ma culture, je la tiens des livres. Donc, de ceux qui ont écrit, qui ont donné leur expérience. Et je suis heureux d'avoir contribué à cela. D'accord, vous avez 2 œuvres à votre actif. Présentez-nous un peu ces œuvres. Oui, j'espère que ce ne serait pas les derniers. Le premier livre, je m'étais interrogé sur les causes de la pauvreté chronique que nous observons dans notre pays.
Sur la décennie 2010, j'ai pris le temps de regarder. Je suis arrivé à la conclusion que c'était les questions de gouvernance. C'était les questions de gouvernance, gouvernance publique et gouvernance individuelle. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Vous voyez, je observais dans nos familles, quand quelqu'un a des revenus, bon, souvent il dépense plus que ce qu'il gagne. Des revenus conjoncturels, aujourd'hui, il déménage et se met à un niveau où, là où il payait 50 000 francs de loyer, il va passer à 150 000 francs de loyer. Et 2 ou 3 mois après, un an après, bon, il y a une chute. Donc, on a des problèmes de gestion, donc de gouvernance personnelle. Mais au niveau de l'État aussi, ça a été la même chose. Quand on dit gouvernance, les gens pensent seulement à la corruption. Non, la gouvernance, c'est la capacité à faire le bon choix. C'est important. Et malheureusement, souvent, on a eu beaucoup de choix stratégiques qui n'ont pas été les bons choix. Et ça nous a amené dans le ravin, si je peux dire ainsi, collectivement. Et c'est malheureux. Et nous sommes dans un cadre qui est le marché, qui a des règles. Bon, donc quand on dirige une entreprise, quand on dirige un État, il faut connaître les règles de fonctionnement du marché pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Ça nous a manqué par moment. C'est le constat. Et j'ai essayé de donner quelques réflexions pour qu'on puisse sortir de là. Ok, et le second livre nous parle de politique. Oui, le second livre, c'est la suite du premier. Hein. Quand j'ai écrit cela, j'ai invité les citoyens qui vont me lire d'observer les gouvernements. Si vous regardez le livre, je l'ai demandé, j'ai invité dans la page d'avant-propos que nous tous nous regardons, ceux qui vont gouverner le pays, les décisions qu'ils sont en train de prendre. Est-ce que c'est des décisions appropriées qui nous amènent à bon port, ou bien c'est des décisions qui vont nous ramener aussi dans le décor, dans les ravins. Donc j'ai pris le temps d'observer ce que le président Alassane est en train de faire. Il nous a promis l'émergence en 2020. La gouvernance qu'il met en place, est-ce que c'est le bon cheminement pour atteindre l'objectif? J'ai pris le temps de l'observer, de critiquer certaines choses, et j'ai constaté à la fin que nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin pour aller à l'émergence telle que Alassane nous l'a définie à l'horizon 2020, sinon avant. Donc l'émergence selon Alassane et l'émergence avec Alassane, c'est important. Nous devons tous contribuer. Ce n'est pas son affaire à lui seul. Il nous a défini les paramètres pour qu'on y aille. Et si nous avons compris que si on prend ce chemin, on arrive à destination, il faut qu'on aille avec lui. Donc l'émergence selon Alassane, l'émergence avec Alassane, c'est important. D'accord, merci, monsieur le directeur général de la CICOJ. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons terminer, mais avant de terminer cet entretien, nous allons vous permettre de dire un mot à tous ceux qui vous regardent. D'abord, je voudrais vous remercier, Business 24, qui me donnait cette opportunité de communiquer avec nos compatriotes, de communiquer avec tous les Ivoiriens, tous les Africains qui regardent votre chaîne, de dire notre passion pour une Côte d'Ivoire émergente, notre passion pour une Afrique émergente. C'est important. Le 3e millénaire doit être le millénaire de l'Afrique. Dans certaines documentations, on vous dit que c'est le réveil du lion. Soyons tous des lions. Faisons en sorte que l'Afrique réponde aux espoirs, aux attentes du monde. Toutes les régions du monde ont connu des difficultés. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui doit porter la croissance mondiale. Et c'est à nous les Africains d'y croire, de savoir que c'est notre heure qui a sonné. Il faut qu'on se réveille. Voici le message qui est chacun dans son microscope, au niveau de sa famille, de sa région, de son entreprise, de l'État. Nous devons être au fait de cela et nous investir. Prenons donc conscience de cela. L'Afrique ne doit plus être à la traîne. Il faut que nous prenions les devants, prenons le leadership du monde. Nous en avons les capacités. L'Afrique a été le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Ok. Donc l'humanité nous attend pour nous sortir d'affaires. Voilà, chers téléspectateurs de Business 24 Africa, c'est sur ces mots forts et encourageants que nous allons terminer cet entretien. Nous étions avec, je vous le rappelle, M. Lukiman Kamara, qui est le directeur général de la CICOJ.
À très bientôt pour un autre entretien sur Business 24 Africa.